Nous parlons de Mayotte. Europe 1, Pascal Praud. Emmanuel Macron est donc à Mayotte après le passage meurtrier et dévastateur du cyclone Mahorais. On va se relever ensemble, a promis le chef de l'État à son arrivée. L'archipel vient de vivre une deuxième nuit sous couvre-feu pour assurer la sécurité et éviter les pillages. Selon les chiffres provisoires, on compte 31 morts et environ 1400 blessés. Les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd. 70% des habitants ont été gravement touchés pour le ministre de l'Intérieur. Et si vous étiez avec nous cette semaine, et il est à 48 heures, nous étions avec France qui nous appelait de la Réunion, et elle nous disait que son mari était sur place à Mayotte. Et il se trouve que nous avons rejoint France et que son mari, qui était sur place à Mayotte, est revenu à la Réunion. Il va pouvoir témoigner, puisque il est arrivé, je crois, sur le sol de la Réunion il y a quelques heures. Est-ce que vous êtes avec nous, Laurent ? Oui, Pascal, bonjour, je suis avec vous. Oui. Merci beaucoup, et j'imagine d'abord que vous êtes fatigué. Est-ce qu'on peut rappeler ce que vous faisiez sur le sol de Mayotte ? J'habite à Mayotte depuis une quinzaine d'années, donc j'étais dans le privé auparavant, j'ai travaillé dans différentes entreprises et j'ai voulu donner un peu plus à mon île et je suis maintenant enseignant depuis quelques années. J'ai passé le CAPES cette année et voilà, je suis titulaire enseignant. Donc vous étiez à Mayotte, mais ce qui peut étonner, c'est que votre épouse est restée à La Réunion et c'est un cas assez fréquent, paraît-il. Oui, c'est surtout que nous sommes séparés, mais nous sommes plus un couple, mais une famille. Je vous entendais parler tout à l'heure de couple. Voilà, on est en excellents termes, on peut pas. Voilà, voilà. Pour notre fils, on est toujours une famille, tous les trois. Eh ben, c'est bien que vous le disiez comme cela, et puis ce sont des choses qu'on peut évidemment comprendre. Alors, vous êtes de retour à La Réunion. Là, a priori, si il n'y avait pas eu ce cyclone, vous seriez resté passer les fêtes de Noël peut-être à Mayotte. Non, je ne suis pas de retour à La Réunion, Pascal. Je vis à Mayotte. Pardonnez-moi de préciser. En fait, je devais revenir à Mayotte pour les fêtes et mon fils travaille en métropole. On devait tous se retrouver à La Réunion. Voilà. Mais là, vous êtes bien à La Réunion, là ? Pardon ? Là, mais oui, je suis arrivé il y a quelques minutes, Oui, c'est bien ce que je dis. Donc, vous êtes de retour à La Réunion, quoi. Vous êtes à La Réunion. Oui, alors de retour, si vous pouvez. Vous êtes comme ça, je suis plutôt en sauvegarde, on va dire. Voilà, bon, en tout cas, je m'exprime mal et je vous demande de me pardonner. Ce qui importe, c'est que vous me disiez comment vous avez vécu ces derniers jours et quel constat vous faites sur cette île qui est dévastée. Écoutez, comment j'ai vécu les derniers jours, c'est encore un peu confus dans ma tête. J'ai vécu déjà cette journée du cyclone de façon assez terrifiante. J'ai perdu ma maison, j'ai vu s'écrouler autour de moi, j'ai failli mourir 3 fois, je pense. Je me suis sauvé avec un matelas, on croirait un film, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et en fait, une fois que ces 3 heures horribles sont passées, j'ai mes locataires en dessous, mes voisins en fait, qui sont à plusieurs reprises venus voir comment j'allais. Ils m'ont demandé de me mettre en sécurité chez eux. Donc c'est une maison sur 2 étages. Donc mon premier étage était dévasté et le rez-de-chaussée était en sécurité. Ils sont venus plusieurs fois pour savoir comment j'allais et ils me demandaient de me mettre en sécurité chez eux, mais je ne pouvais pas sortir de chez moi. C'était impossible parce que j'ai des grilles. Vous savez, on est obligé de se protéger à Mayotte. On a des grilles. On vit en prison, nous, à Mayotte, en fait. On a le ciel bleu, mais on vit en prison. Je ne pouvais pas sortir de chez moi, donc j'étais condamné à vivre cette tempête jusqu'au bout. Voilà, et quand ça s'est terminé, Yann est venu mon voisin est venu voir pour m'aider à sortir. Et voilà. Et depuis, je vis chez eux. Je vis chez eux parce que chez moi, c'est dévasté. J'ai plus de toit. J'avais 20 cm d'eau. Ma maison est détruite, quoi. Votre maison. Oui, Pascal. Votre maison était en dur. Pardonnez-moi de poser une question aussi précise. Bien sûr. Et elle est dévastée. C'est pour ça. Tout à fait, votre question est importante, c'est que je fais partie des privilégiés à Mayotte qui habitent une maison dure. Donc la maison en elle-même n'a pas bougé, mais le toit, les châssis de fenêtres, tout a volé en éclats en fait. Mais parce que les toits à Mayotte, c'est que des toits en tôle, vous savez, c'est des tôles. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas de la tôle ondulée, on est bien d'accord, mais c'est de la tôle de toit, quoi. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut changer à Mayotte, c'est donner des normes précises de construction. Je profite, je fais juste un petit aparté. J'ai un ami un petit peu plus haut chez moi qui a fait construire cette année une maison en bois. Pascal, une maison en bois. Sa maison, elle n'a pas bougé. Elle est nickel, sa maison. Ça devrait percuter dans l'esprit des gens, ça.
Ça devrait percuter. Tout le monde devrait se dire, mais bon sang, il y a tellement de choses comme ça. La récupération d'eau qui est pas institutionnalisée, qui est pas obligatoire, les normes cycloniques qui sont pas respectées, les normes, vous savez, on a eu des tremblements de terre, mais il y a tout ça. Rien, on ne profite de rien. Notre expérience, on n'en fait rien. Voilà. Et ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Alors, on est parti un petit peu plus loin. Excusez-moi, mais voilà. Je veux juste profiter de ce moment en public pour déjà dire un grand merci à Yann et Nina qui m'ont sauvé pour cette après tempête là. Ils m'ont sauvé vraiment. Sans eux, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. Si ils sont restés là-bas, moi je suis parti, donc il y a un certain sentiment de culpabilité. Je pense que vous pouvez le comprendre. Je veux que leur famille sache qu'ils vont bien tous les deux, que la petite Cléo va bien aussi, et j'espère vraiment, j'espère de tout cœur que la préfecture va se boucher les fesses pour sortir tous ces gens de la misère dans laquelle ils sont, et je serai beaucoup mieux, moi, dans ma tête, quand je saurai que mes voisins seront en sécurité avec leur petite fille. Voilà. Votre témoignage, et c'est pourquoi je vous interromps pas, à la force de quelqu'un qui a vécu un événement dramatique. Vous allez rester avec nous, il va y avoir la pause et évidemment l'interruption de 12 heures, mais je voulais savoir comment vous avez regagné la Réunion. C'est un rapatriement. Alors, c'est mes proches, des amis, France, qui se sont renseignés sur comment. C'est un petit peu long à expliquer. Donc, j'ai des amis qui avaient prévu de partir vendredi soir. Mais vous êtes de Mayotte. En avion, vous êtes revenu en avion à La Réunion. Oui, je suis revenu en avion. Oui, donc, il y a des liaisons qui existent. Alors, si vous voulez, là, il y a des rotations qui sont faites pour alimenter l'île. Donc, ce qui n'est pas très bête, pour une fois, on a des forces publiques. Donc, c'est pas un avion commercial, c'est ce que je veux dire. Vous avez trouvé un moyen pour regagner l'île. C'est qu'en fait, ces avions, ils repartent pas à vide. Oui, je comprends. Avec des gens, je comprends. Restez avec nous, donc, la préfecture Laurent. de la Réunion a mis en place justement un système pour collecter les gens qui sont vraiment en grande détresse pour pouvoir au moins repartir avec des avions utiles, quoi. Voilà. Et je vous remercie vraiment grandement de ce témoignage. Restez avec nous parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous dites et on a envie de vous écouter plus longuement. À tout de suite. Bon, on est avec Laurent. Laurent nous explique sa situation. Il vit à Mayotte. Il est enseignant. Là, il est de quelques jours à La Réunion parce que son ex-épouse vit à La Réunion avec un de vos enfants, avec votre enfant, Laurent. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'ailleurs pourquoi vous aviez atterri à Mayotte et depuis combien de temps vous étiez professeur ? Je suis à Mayotte depuis 2010 avec mon ex-épouse. Effectivement, on avait décidé de partir à cette époque-là parce que j'étais au chômage. Je travaillais dans la publicité et je ne retrouvais pas de travail depuis déjà un certain nombre de temps. Donc, on s'est dit à Mayotte, on a sa chance. Et c'est vrai que Mayotte donne sa chance à tous les gens qui veulent travailler. Et donc, on est parti à Mayotte à cette époque-là, en 2010, pour trouver du travail. Voilà. Alors, la situation de Mayotte, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il semblerait que la sécurité et l'immigration sont les deux problèmes numéro 1. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vit en prison. Mais lorsque vous arrivez en 2010, c'était déjà le cas ? Écoutez, ça commençait un petit peu, effectivement. On avait beaucoup de chapardage. On nous recommandait de ne pas sortir, d'être attentifs derrière nous. Enfin, il y avait un climat qui commençait déjà à être malsain en 2010. Le grand virage, ça a été 2011 avec des événements d'ampleur, avec une grande grève de 43 jours qui a un peu soulevé un peu le pays, avec des autorités locales qui ont été complètement inconséquentes et irresponsables. Et ce grand virage s'est fait là. Cette immigration, elle est présente, c'est clair et net. Et déjà, à cette époque, on sentait que les enfants allaient prendre le pouvoir. Et c'est ce qui s'est fait. Et depuis 2011, en fait, les enfants ont pris le pouvoir. Certains parents attisent un peu cette prise de pouvoir. Des parents que ça arrange bien, sans doute. Mais voilà, oui, en fait, la sécurité, c'est un vrai problème. Et votre vie quotidienne, l'immigration, pardonnez-moi, je ne dirais pas que c'est l'immigration, je dirais que c'est surtout la surpopulation. Pascal, c'est lié, on est d'accord, mais je ne veux pas donner ce mot d'immigration parce qu'on est souvent traité de sale nom quand on parle d'immigration. Moi, je veux juste parler de surpopulation. On est 375 km², on est au bas mot 650 000 habitants. Il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions.
C'est-à-dire tous les gens qui veulent accueillir. Ok, accueillons, mais accueillons bien, quoi. Là, on n'accueille pas. On a des gens qui sont dans des cases en tôle, qui s'envolent au premier coup de vent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et votre vie quotidienne, est-ce que par exemple, il y a des sorties au restaurant? Est-ce qu'il y a des sorties entre amis? Est-ce qu'il y a des sorties au cinéma? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une vie sociale classique? Ou est-ce que pour des raisons de sécurité, dès qu'il est 19h, on reste chez soi? Écoutez, depuis quelques semaines, on sentait que ça allait, il y avait un petit mieux, mais franchement, ça fait des années qu'on n'a plus de vie sociale à Mayotte. Moi, le soir, je ne sors plus depuis très longtemps. On a peur, mais vraiment, on a peur. C'est même terrible parce que on a peur d'aller se promener dans j'allais dire la Malavoune. La Malavoune chez nous, c'est la campagne. Parce qu'on a des villages qui sont complètement enclavés dans la forêt et que voilà, on risque à tout moment d'être saccagé, d'être pillé, quoi. Donc la vie sociale est vraiment compliquée, très compliquée à Mayotte, et tout le monde souffre de ça. Tout le monde. Comment vous voyez les choses? Est-ce que d'abord vous avez envie de rester? Je sais que vous avez dit que vous étiez professeur et j'ai appris cette statistique incroyable. Il n'y aurait que 8000 enfants scolarisés à Mayotte. C'est une réalité? C'est-à-dire que les autres enfants ne sont pas scolarisés? 8000 enfants scolarisés? Ah non, c'est une grosse erreur. Non, on est plus de 100, il y a plus de 100 000, 110 000 enfants qui sont scolarisés. Il y a sans doute, c'est plutôt le chiffre que vous donnez, ce serait plutôt des enfants non scolarisés chaque année. Oui, c'est énorme. Hein. Mais je suis d'accord avec vous, mais donc les enfants sont quand même scolarisés? Ah, bien sûr. Oui. Parce que ce que nous avons dit, et je crois que c'était un rapport de la Cour des comptes qu'on citait, il y aurait 40% des enfants qui ne seraient pas scolarisés. Écoutez, je peux pas m'engager sur des chiffres, ça me paraît beaucoup, 40%. J'ai fait des études à un certain moment. Bon, comment vous voyez les choses? Je pense déjà qu'il faudrait que, je sais pas, peut-être que le ministre de l'Intérieur arrête d'aller voir Mémé ou son conseil municipal avec son Falcon, et puis qui s'occupe des vrais problèmes, parce que il faut quand même bien qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui sont dans la douleur, dans la souffrance. Qu'il y a peut-être des choses. Vous savez quoi, je suis très en colère parce que j'ai appris ça aujourd'hui. Alors que je reviens moi de là-bas là. Et qu'il y a notre premier ministre, tout ce qui l'importe, c'est son conseil municipal. C'est juste extraordinaire. Enfin, on marche sur la tête, pardonnez-moi. Et quand j'entends, il a été très critiqué, hein. Oui, écoutez, je ne sais pas, mais enfin moi, non, mais il a été très critiqué. Il a été très critiqué et unanimement critiqué même. Et quand j'entends que M. Macron arrive avec sa hotte de Père Noël pour distribuer ses 40 tonnes ou ses 4 tonnes, je sais pas quoi, de ravitaillement, mais elles vont où? Parce que là, depuis vendredi, moi je vis sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans police, sans pompiers, sans sécurité civile. C'est passé où? Enfin, ça va où tout ça, quoi? Ça va où? Alors je veux bien, peut-être que c'est long, hein, peut-être que j'en sais rien, je sais pas, mais c'est pas un avion avec 4 tonnes de matériel, coucou, c'est moi, me voilà, vous êtes sauvé. Non, monsieur Macron, taisez-vous. Posez discrètement vos affaires, là, posez discrètement vos cadeaux, et puis partez, et puis surtout taisez-vous, monsieur Macron. Parce en 2017, quand vous êtes venu, vous nous avez fait plein de promesses, dont une piste longue qu'on attend depuis, hein. Vous l'aurez, votre piste longue. Ah, ça freine fort pour venir chez vous. Vous l'aurez, votre piste longue. Et puis, on attend toujours, quoi, en fait. On attend toujours. Oui, donc, les promesses de M. hier, Macron. les promesses, non, mais pas que les promesses des présidents, mais on l'a dit hier, un hôpital, notamment, était demandé à partir de 2019. Il devait être construit pour 2025 et il sera même pas imaginé avant 2028 pour le moment. Ouais. Et tout est comme ça. Je vous remercie. Juste une seconde, monsieur. Je vous en prie, Laurent. Vous parlez d'hôpital. J'ai une amie qui travaille aux urgences, que j'ai vue hier, qui m'a raconté comment elle a travaillé pendant la tempête, après la tempête. C'est une scène qu'on imagine, vous savez, pendant la guerre de sécession aux États-Unis. En fait, ils travaillaient sans électricité, à la frontale. Ils suturaient à vif les gens dans 10 cm d'eau. Et là, on parle d'un hôpital français. C'était samedi à Mayotte. Voilà. Les gens hurlaient de douleur. Voilà. J'aurais tellement de choses à vous dire. Vous savez, on pourrait en parler des heures et des heures. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous rappeler demain, parce qu'il est 12h12 et c'est vrai que vous avez un planning à respecter. Non, mais
Écoutez, je suis partagé. Je ne sais pas ce qu'en pense Laurent Tessier. C'est vrai que le témoignage est très fort, mais est-ce que demain, nous pouvons continuer à cette Demain, nous discussion ? continuerons. Parce que c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le témoignage de Laurent, c'est que il est à vif d'une certaine manière. C'est-à-dire que il sort d'un événement considérable qui a bouleversé sa vie et elle ne sera jamais plus pareille. Et forcément, lorsque vous tendez votre micro les premières heures après avoir vécu un événement de ce type, il y a une émotion très forte, une intensité dans ce que dit Laurent qui va s'étioler d'ailleurs avec le temps. Et c'est pour ça que ce témoignage aujourd'hui est passionnant à entendre. Merci grandement, vraiment Laurent. Merci beaucoup Merci à vous. et merci beaucoup.